Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de l'Historien Gamer. Je vous fais une petite aparté en début d'épisode pour vous prévenir. Nous allons faire usage beaucoup du second degré et de l'humour noir. Donc ne vous alarmez pas, on ne pense pas toujours ce que l'on dit. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Arkantos, les pirates, ils arrivent, vite, sauve-nous de ce fléau des dieux. N'ayez crainte, que Poséidon m'en soit témoin. Ils paieront. Les dieux te gardent, Arkantos. Eh mais Arkantos, c'est quoi ce bouclier? Tu l'avais pas dans la scène précédente? Oh le faux raccord. Putain, t'es relou hein, c'est moi qui fais le montage après. Va voir en haut des pyramides, si j'y suis. Arkantos, les pirates, ils ont volé le trident de Poséidon. Comment? Vite, il faut les rattraper. Préparez les navires et les équipages. Nous partons! Écoutez, aucun soldat n'a gagné une guerre en mourant pour les dieux. On gagne une guerre en faisant en sorte que les soldats d'en face meurent pour leurs dieux. Compris? Et maintenant, on rame. DJ, donnez un rythme rapide. Ok, c'est parti, ça va pulser. Oh oui, allez, on les ramollet. Oh, c'est chaud, allez. Allez, lunaire. Oui, c'est ça, on les rattrape. Ils vont vers l'île là-bas. En avant! Bonjour à tous, voici la suite de notre série consacrée à Age of Mythology. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la représentation du monde grec dans le jeu. Je dis bien le monde grec et pas seulement les mythes grecs, car le jeu emprunte des éléments aussi bien à l'imaginaire qu'à la réalité historique, non sans quelques déformations. De fait, pour avoir un regard critique sur le jeu, nous devons le confronter aux sources que sont les œuvres d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ainsi que la Théogonie d'Hésiode, qui forment le principal corpus des récits mythiques. Ces textes sont très anciens puisqu'ils ont été écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais cela ne sera pas suffisant. Il nous faudra aussi faire une critique des éléments historiques et archéologiques utilisés par les concepteurs du jeu. La question est toujours la même. Est-ce que Age of Mythology respecte les récits des mythes grecs, les connaissances historiques que nous avons sur l'époque? Est-ce qu'il comporte des anachronismes semblables à ceux que j'utilise outrageusement dans l'intro de cette vidéo? Un anachronisme? Je vois pas. Commençons par les dieux. Dans le jeu, on peut choisir avec quelle divinité on veut jouer, et la surprise, pour toutes les civilisations, on a le choix entre 3 dieux principaux, Zeus, Hadès et Poséidon pour les Grecs. Or, le panthéon grec comporte 12 dieux. Nous devons donc y ajouter Hermès, Athéna, Artémis, Héra, Déméter, Aphrodite, Héphaïstos, Apollon, Arès, Hestia et Dionysos. Hey, mais tu viens d'en citer 14 là. Oui, en réalité, Hestia et Hadès ne font pas partie du panthéon le plus commun, mais selon les cités et selon les époques, ils en font partie. Mais reprenons. Ces dieux sont aussi présents dans le jeu, mais comme dieux secondaires, c'est-à-dire qu'à chaque âge, l'un d'entre eux nous procure des unités
et des pouvoirs supplémentaires. En soi, c'est déjà une déformation de la mythologie. Comme à leur habitude, les concepteurs du jeu ont fait une fiche pour chaque dieu. Elles sont bien faites dans l'ensemble, malgré une grossière erreur pour la fiche d'Aphrodite, c'est Ouranos et non Chronos qui a été castré. Ceci dit, on ne présentera pas tous les dieux du jeu, ce serait trop long, on ne peut pas parler de tout hélas. Je l'ai déjà dit, dans le jeu, les divinités ont chacune des pouvoirs et des unités spécifiques. Parfois c'est cohérent, par exemple avec Zeus. Pour son pouvoir spécial, c'est la foudre, ce qui est correct. Et l'unité mythique que l'on peut créer grâce à lui, c'est Pégase. Alors même s'il est né lors de la mort de Méduse, c'est Zeus qui le transforme en constellation, donc ça reste acceptable. En revanche, pour d'autres dieux, c'est n'importe quoi. Par exemple, Héphaïstos, le dieu de la forge, n'a rien à voir avec la corne d'abondance, puisque c'est Zeus qui l'a créé, et le colosse de Rhodes, c'est une statue d'Hélios. Le seul rapport qu'il peut y avoir avec Héphaïstos, c'est qu'il a fallu beaucoup de bronze pour le construire. Quant à l'idée de rendre la statue vivante, elle est hollywoodienne. Pour Artémis, la déesse de la chasse, c'est la même chose. Pourquoi lui avoir donné les tremblements de terre comme pouvoir spécial ? C'est le pouvoir de Poséidon. Et la chimère comme créature mythique de cette déesse n'a pas plus de sens. Bonjour, ici Bertrand Renard. Merci de nous recevoir pour France 9. Vous qui êtes le patron de Profisoft, pourriez-vous nous expliquer pourquoi autant d'erreurs existent dans un jeu touchant à une forme de sacralité ? Eh bien mon cher renard, comme le dit si bien le proverbe breton, on s'en balèque. Age of Mythology nous permet de jouer avec une profusion d'unités. Je vais vous parler de quelques-unes qui vont nous servir d'exemple. Pour commencer, les créatures mythiques sont en général plutôt bien décrites dans ce jeu. Le Minotaure est un bon exemple. Il a une fiche de présentation bien faite, en revanche sa représentation est contestable. Il tient à la main une francisque, c'est-à-dire une hache du Moyen-Âge. Donc là, c'est clairement un anachronisme. Oh là, maintenant, sont la terre. Pour l'hydre, c'est la même chose, la description ne pose aucun problème. Ils ont même eu une idée géniale, plus l'hydre est attaquée, plus elle a de têtes. En revanche, la représentation ne colle pas avec les sources. Normalement, elle a un corps de chien et des têtes de serpent. Là, elle ressemble plus à un dinosaure. Vous avez dit que j'adorais Spielberg ? Enfin, dans le cas d'Argos, je crois que c'est le monstre grec dont l'apparence est la plus fantasque dans le jeu. Alors certes, c'est un monstre avec des yeux sur tout le corps, mais rien ne dit que c'est une espèce de batracien qui vole au-dessus du sol tout en crachant une glu verte. Dans Age of Mythology, des unités représentent les hommes et leurs machines de guerre. Les unités historiques posent pour certaines de sérieux problèmes chronologiques, de description, et elles sont parfois mal représentées. Par exemple, les hoplites sont des soldats de l'infanterie lourde grecque qui sont apparus au 7e siècle avant Jésus-Christ. Or, je l'ai dit, Homère fait son récit de la guerre de Troie au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc ils ne sont pas encore apparus. Certes, l'équipement du soldat homérique et celui de l'hoplite sont très proches, mais ce dernier se distingue par un combat en formation serrée, compacte et massive. Les soldats sont couverts par le bouclier du voisin, ce qui est typique de l'époque classique. Le récit homérique correspond à la période archaïque. Bon bah, je me casse les gars. Hé, mais je me retrouve à découvert. Reviens ici. Enfoiré. En ce qui concerne la baliste et la catapulte, les créateurs du jeu ont utilisé les termes à la romaine. C'est-à-dire que les Romains utilisaient le terme catapulte comme terme générique, d'où une certaine confusion. Les Grecs sont les inventeurs des catapultes qui, au départ, ont la forme d'une baliste et elles tiraient soit des flèches de grande taille pour l'oxybel, soit des boulets en pierre pour la pétrobole. La catapulte à torsion avec un balancier apparaît plus tard. Ces armes de siège semblent être apparues seulement à la fin de la période classique et elles sont surtout connues à la période hellénistique au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui est complètement anachronique par rapport à l'époque d'Homère. Et c'est le même problème avec les élépoles des tours de siège du IVe siècle avant Jésus-Christ, elles aussi.
Mais il y a pire avec les cataphractaires, qui eux sont des cavaliers entièrement en armure, même le cheval est couvert d'une cotte de mailles. Ils sont d'origine parthe et scythe, puis sont utilisés par les Romains au 1er siècle de notre ère. Ce qui équivaut à mettre des canons, des blindés, des chars d'assaut pendant les guerres de religion par exemple. Service imprimante, bonjour. Bonjour, ici le duc de Guise. J'ai quelques huguenots dont je voudrais me débarrasser pour la Saint-Barthélemy. Il me faudrait l'aide d'un expert. Pas de problème, on vous envoie une Panzerdivision et l'artillerie. Un instant. Allô, ici la commandanture. Ordre de marche sur Paris, 24 août 1572. Schnell! Allô? Allô? Alors, ça a marché? Allô? Allô? Il est Marline. Tu devineras jamais qui j'ai eu au téléphone. Parmi les unités qui ont une réalité historique, il y a un navire grec, la trirème ou la trière. Dans ce cas, la représentation de l'unité est simplifiée. Le navire n'a qu'une rangée de rames au lieu des 3 rangées superposées à chaque bord. À l'époque, c'est une vraie prouesse technique et de coordination des rameurs. Lorsque les bâtiments de Poséidon sont détruits, apparaissent des unités appelées milices. Les milices n'existent pas dans la Grèce antique. En revanche, la description fait référence aux périèques, qui sont des hommes libres mais non citoyens habitant aux frontières du territoire de Sparte. Sachant que les Spartiates sont très peu tournés vers la mer, je ne vois pas le rapport avec Poséidon. Pour les bâtiments du jeu, le problème, c'est qu'ils ont des noms qui ne correspondent pas toujours à la réalité de l'époque. En ce qui concerne l'académie militaire, le bâtiment n'existe pas en soi à l'époque. La description de la vie citoyenne grecque tournée vers la défense est juste, mais à l'époque, on s'entraîne au gymnase ou à la palestre, sinon pendant des entraînements militaires à ciel ouvert ou encore dans les fortifications. Le service militaire d'Athènes, par exemple, s'appelle l'éphébie et se termine par un temps de surveillance dans les fortifications. Allez, on se bouge! Plus vite! Mais un Spartiate, il aurait déjà fait 200 pompes, là! Allez, du nerf! Mais tu vas finir comme rameur sur une trière, ma parole! Allez! Mais tu vas te bouger! Et tout ça pour ça. L'existence des forteresses grecques est incontestable. La fiche explicative du jeu est correcte et on a des exemples très connus de fortifications impressionnantes comme à Mycène, construite à l'époque archaïque. Les blocs sont si gros que les Grecs de l'époque classique pensaient que c'était les Cyclopes qui les avaient bâtis. Dans Age of Mythology, les héros de l'Iliade sont présents pour le siège de Troie. Les héros sont mi-hommes, mi-dieux, ce qui leur confère des pouvoirs extraordinaires. Le premier héros dont nous allons parler est Ulysse, qui, après ses exploits de la guerre de Troie, tente de retourner chez lui à Ithaque, ce qui le conduit à vivre de nombreuses aventures dans l'Odyssée. Parmi celles-ci, il doit échapper à Polyphème le Cyclope, aux sirènes, à Scylla ou encore Circé. Dans le jeu, il est représenté avec un arc. Or, rien n'indique dans les textes que ce soit son arme de prédilection, sachant que pour les Grecs, l'arc c'est plutôt l'arme des lâches qui se battent à distance. Un autre héros que l'on trouve dans le jeu, c'est Achille. La petite description est assez juste. Sa mère Thétis l'a plongé dans le Styx, sauf le talon, son point faible. Ce qui permet à Paris de le tuer d'une flèche en visant cet endroit. Cependant, on peut s'interroger sur la représentation d'Achille en cavalier. Certes, il a été élevé par Chiron, un centaure, il a appris le dressage des chevaux en Thessalie, sa terre natale, connue pour fournir des montures à toute la Grèce. Il a un char lors de la guerre de Troie, avec lequel il traîne le corps d'Hector. Donc, il eût été plus juste de le représenter sur un quadrige, par exemple. Nous trouvons également parmi les personnages Agamemnon, le roi de Mycène, ou d'Argos pour certaines versions. Il est bien dans son rôle de roi suprême des Achéens face aux Troyens dans le jeu. Il est représenté sans armes,
Il combat pourtant dans la mythologie, même s'il cesse le combat un temps à cause d'une blessure. La petite description est correcte, il s'est bien fâché avec Achille au sujet de Briséis, sa captive qu'Agamemnon lui a pris. Ce qui par ailleurs illustre assez bien la condition féminine à la période archaïque. Faut faire attention quand on dit « c'était mieux avant ». Bonsoir à tous. Oui, bienvenue dans Question pour un macho, l'émission qui parle de la femme comme il se doit. D'ailleurs, le prix pour le candidat de ce soir est la belle esclave troyenne Briséis. Ne n'oubliez pas les garçons notre devise. Un bon copain, on préfère une blonde. Et maintenant voici mon chaleureux candidat de ce soir. Notre premier candidat est Achille, l'invincible guerrier de Thessalie. Il aime la guerre, le sport et les jeunes captifs d'hier. Notre second candidat est Agamemnon, roi de Mycène. Il aime le pouvoir, la guerre et les jeunes captives de ses alliés. Première question. Où est la place d'une femme dans un banquet? À la cuisine. Et c'est une bonne réponse. Que fait-on lorsqu'une femme vous empêche d'aller au stade voir les Jeux Olympiques? Une grande tarte dans la gueule! Oui, c'est juste! Une grande tarte dans la gueule! On pouvait aussi dire une baffe, une torgnole, une gifle, en dernier recours un soufflet, mais nous savons bien que les vrais bonhommes ne disent pas ça! Question drague. Quel geste viril peut-on faire pour courtiser une jeune demoiselle? Une main aux fesses! Ah oui, oui, oui! Mais que je l'aime ce jeu! Ah! Une main aux fesses, c'est la bonne réponse! Vous venez de gagner une page à votre nom sur Balance ton porc. Question représentation et société. À quoi peut-on assimiler les femmes sur leurs conditions sociales par rapport aux hommes? À des servantes. Non! Des objets! Oui, c'est exact! Vous venez de gagner un abonnement au magazine scientifique Playboy. Question captivité. Qui représente le rêve du pervers narcissique frustré? Natacha Lambouche. Oui, bien joué! Vous gagnez une cagoule, des gants en latex et une boîte de préservatifs! Génial! Dernière question. À quoi servent les préliminaires? À rien! Et c'est gagné! Félicitations! Ouh! Agamemnon, vous gagnez Briséis en cadeau que vous pouvez mettre dans votre lit dès ce soir! Elle ne mesure pas sa chance de partager une couche royale. Un commentaire? Hey baby, on va passer une super soirée. Voilà que parler! Entre gros bof, on se comprend. C'est la fin de notre émission! Et n'oubliez pas, c'est votre plaisir qui compte avant tout! A bientôt pour une nouvelle émission de Question pour un macho! Oui! Mais bon, je suis pas d'accord, hein. Briséis, c'est à moi. Le dernier héros dont nous parlerons, c'est Ajax le Grand, car il en existe plusieurs dans la mythologie. Il est le roi de Salamine, venu à la tête de 12 vaisseaux à Troie. Il est bien représenté avec ses attributs, la peau de lion et la lance. Il est bien un des principaux chefs de la guerre de Troie. À la mort d'Achille, Ulysse et Ajax se disputent ses armes. C'est Ulysse qui les obtient, car il inspirait plus de terreur aux Troyens d'après les prisonniers. Ajax, furieux, tue un troupeau de béliers toute une nuit. Il se rend compte qu'il aurait pu tuer Ulysse et, par dégoût de lui-même, se donne la mort. Ce qui veut dire que l'on fait toute la campagne avec un mec qui est censé s'être suicidé. Par Zeus! J'aurais pu tuer mon ami Ulysse! Je suis un misérable! Je ne mérite pas de vivre et d'être un vainqueur des Troyens! Je vais m'immoler par le glaive! La mort sera plus douce qu'une vie de remords! Oh puis non! Je vais aller, avec mon ami imaginaire Arcantos, combattre le moulin à vent Gargarensis. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il n'y a jamais eu de représentant de l'Atlantide dans les forces grecques lors de la guerre de Troie. Puisque je ne cesse d'évoquer le siège de Troie, posons-nous cette question.
cette guerre a-t-elle une quelconque réalité historique? L'Iliade, bien sûr, contient des éléments mythiques puisque Homère fait intervenir des dieux dans la bataille. Cependant, comme c'est indiqué dans la fiche des murs de Troie, il existe des traces archéologiques d'une cité qui correspond au récit d'Homère. En Turquie, près du détroit du Bosphore, dans l'ancienne Grèce ionique, les archéologues ont retrouvé une cité dotée de puissants murs. Il semble qu'une bataille en ce lieu ait inspiré le récit de l'Iliade. Après, il faut savoir une chose, c'est que Homère était un naëd, c'est-à-dire un conteur itinérant qui connaissait son récit par cœur. Il ne l'a jamais écrit. Son récit a été mis par écrit bien plus tard et a été copié puis recopié, ce qui veut dire que notre version a subi de nombreuses déformations. Le cheval de Troie est présent dans la campagne. Pas de souci avec sa représentation et sa description. Seulement, dans le jeu, c'est Arcantos qui a l'idée de fabriquer un cheval de bois. Or, dans l'Iliade, c'est Ulysse qui a l'idée de génie, ce qui donne la victoire aux Grecs par la ruse. Cette dernière est devenue une vertu cardinale de l'art militaire grec, et cela forcera plus tard les Romains à revoir leur idée loyale de la guerre. Pour conclure, Age of Mythology est un jeu avec du très bon et du très mauvais, pour ne pas dire du n'importe quoi. Comme je l'ai déjà dit, les concepteurs du jeu ont préféré utiliser un grand nombre de références historiques et mythologiques, puis à partir de là, imaginer leur histoire, quitte à avoir des anachronismes ou des incohérences. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris plein de choses. Je vous conseille d'aller voir la bibliographie si vous voulez approfondir à partir des exemples que je vous ai donnés. La prochaine vidéo sera sur Age of Mythology et nous amènera en Égypte. On traitera la partie égyptienne du jeu. Mais je pense qu'on parlera peut-être d'un autre jeu entre temps. Avant de vous quitter, je voudrais préciser une chose. Donc vous pouvez distinguer deux parties dans les épisodes. Les parties explicatives qui là ont du contenu scientifique qui sont issus de recherches, donc vous pouvez vous y fier. Après, il se peut toujours qu'il y ait des erreurs, ça peut arriver. Et vous avez de l'autre côté les scénettes, où là par contre, je vais avoir plus tendance à critiquer, déformer, caricaturer, donner mon avis, faire de l'humour noir, du second degré, dénoncer ce qui me tient à cœur. Voilà, franchement, tout ce qui est discrimination, inégalité, c'est des choses qui m'insupportent et j'aime bien pousser, on va dire, les choses jusqu'au bout, jusqu'à la provocation. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et ça fait partie des choses que je veux dénoncer. Donc voilà, je le fais, je me sors de ces vidéos pour le faire. Et l'histoire, ça sert à ça aussi, c'est-à-dire qu'on regarde le passé pour avoir un œil critique sur le présent. Alors là, du coup, c'est mon avis, ma vision des choses, donc vous avez le droit d'être pas d'accord avec, et vous pouvez le dire en commentaire, ça pose pas de soucis, ça peut même être très intéressant. Et donc là-dessus, je vous dis au revoir, et à bientôt. Arcantos, les pirates, ils ont volé le trident de Poséidon. Viens ici, lâche. Je me rabatte. Oh. Ramenez le trident Atlantide. Oui, allô? Oui, bien sûr. D'accord, pas de problème. Kissou? Bon, messieurs, on part à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hacker, les Troyens nous ont mis en déroute, mais la bataille n'est pas perdue. Si notre art de la polyarcétique est au pied du mur, nous allons faire preuve de méthode plus cavalière. Par l'esprit agonistique, par la ruse, nous vaincrons. Feignez de fuir ce mot frêles esquifs, mettez les voiles,
Pendant ce temps, les héros et moi, nous nous dissimulerons dans un cheval de bois. Un faux présent, un faux trophée qui nous fera triompher. Que l'ennemi vienne avec ses gros sabots pour nous faire rentrer tel le loup dans la bergerie. J'ai vaincu les pirates, on a vaincu les Troyens, il reste plus qu'à rentrer tranquillement à la maison. Pas vrai, Ulysse? Service après-vente des accents racistes, bonjour. Bonjour, Ulysse vient de traverser la Méditerranée en bateau. Oui, pourquoi? Ah, c'est un migrant, j'en étais sûr. Oula. Service après-vente des guerres, bonjour. Salut, c'est moi. Bah alors, tu viens plus aux soirées, là? Oui, en ce moment, je suis au service des jeunesses hitlériennes. Oh, mais t'as tout raté. On s'est fait une soirée Stalingrad. Je me suis fait encercler, pilonner, laisse tomber, quoi. Service après-vente des discriminations, bonjour. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis la Gestapo. Je vais défendre la poire. Tout est arme. Oh mon dieu, je viens d'avoir Adolphe Nogaro. Ah, le salaud. Toujours, il paraît que les Français veulent plus voir d'arabes dans leur pays. Oui, mais vous êtes Qatari. Oui, pourquoi? Bah, si vous êtes plein aux as, vous pouvez venir. Ah non, c'est gentil. Je préfère aller à ce compte-là à Monaco ou à Genève. Je suis arabe, mais j'ai oublié d'être con. Ah, vous êtes vraiment trop fort. Je vais continuer à accuser de tous les mots les migrants pauvres, c'est plus facile. Au revoir. Service après-vente des crimes de guerre, bonjour. Shalom, salaud. Je vous appelle parce que vous êtes convoqué au tribunal international de la Haye. Scheiße, Lily Marlene, vite, fais les valises, on part en Argentine.